Secret de fabrication. Secret de fabrication. Jean-Claude Casatsu. Hervé Modic. Et Pierre-Olivier Scotto. Merci Jean-Claude Casatsu d'être venu à l'Atrium de Chaville, sur notre scène. Jean-Claude Casatsu, tout le monde connaît la réputation, la lignée dont vous faites partie. C'est une lignée de musiciens depuis le XVIIIe siècle, je crois. Pas le XVIIIe, la fin du XIXe. Fin du XIXe, ce qui est déjà quand même oui, pas mal. Vos parents étaient comédiens, Lucien Pascal, Gisèle Casatsu. Est-ce que vous vous souvenez, vous, petit garçon, de la première note, de la première émotion musicale qui a été la vôtre? Ah oui, je m'en souviens tout à fait. C'était joué par mon grand-père, Henri, qui était un virtuose de la viole d'amour et qui a créé le premier grand orchestre baroque du début du siècle dernier. Orchestre avec lesquels ils ont fait le tour de l'Europe. J'ai sur ma cheminée, chez moi, une photo de Tolstoï qui raconte que c'est une des plus belles choses qu'il aurait entendues de sa vie. Donc, avec ses frères et ses sœurs, il avait concocté cet orchestre et je l'entends jouer la suite en ré de Jean-Sébastien Bach. Et mon premier amour musical a été pour Bach, on dit Bach quand on est un peu snob, et ça a été ça, Jean-Sébastien Bach, la valse viennoise et le tango. Mais la première chose, c'était... Tu es une merveille, quoi, absolument. Donc ça m'a ému et ça m'a donné envie tout d'un coup de faire de la musique, et ils en ont profité pour me mettre un violon dans les mains avec lui et son ami Pierre Monteux, qui était le créateur du Sacre du Printemps. Voilà. Et pourtant, vous êtes percussionniste. Alors, attendez, j'ai commencé par le violon. Oui. Au bout de 2 ans de crampe, j'ai abandonné. J'ai été confronté à l'éducation un peu caporaliste de l'époque. Vous savez, on n'enseignait pas la joie de la musique, on enseignait la théorie, la stricte obédience, et puis alors non pas la ludicité, ce qui me paraît d'abord important pour commencer. Et puis j'ai recommencé quelques années plus tard, et ma première grande émotion, ça a été la prise de contact avec l'orchestre symphonique, qui était l'orchestre des Concerts-Colonnes, dirigé par Georges Sébastien, que j'ai eu le privilège beaucoup plus tard de pouvoir inviter dans mon orchestre. Mais pour l'heure à l'époque, c'était un grand concert Wagner. Je me suis dit, mais ah mon Dieu, ce démiurge qui déchaîne des tempêtes ou qui les calme, voilà, c'est ça que je voudrais faire. Et le petit Jean-Claude avait quel âge là? J'avais 11 ans et demi. Ah oui. Oui. Et donc, vous m'avez demandé si j'étais percussionniste. J'ai joué du violon, j'ai joué du piano. J'ai créé un orchestre de jazz quand j'avais 14 ans comme pianiste. Et un peu plus tard, mon cousin Robert Casatsu, qui était un très très grand pianiste, me dit, écoute, j'étais en terminale, je voulais faire de la musique, et il me dit, il est un peu tard pour que tu sois un virtuose du violon, un virtuose du piano, mais par contre, si tu veux être chef d'orchestre, ça serait bien que tu commences par savoir comment fonctionne l'usine, si j'ose dire. Et le poste de timbalier, de percussionniste, c'est un très bon poste d'observation. Donc c'est là que je suis rentré au conservatoire, où j'ai eu mon prix à l'unanimité, et après je suis parti, comme on dit, dans le métier. Et le poste de percussionniste, de timbalier, il est en hauteur par rapport à l'orchestre, non? Il est. Ah oui, c'est une position dominante. C'est ça. Hein? Ça, oui. Il est le bras armé après le chef d'orchestre, face au chef d'orchestre, et il peut faire tanguer le bateau, le déséquilibrer, ou au contraire le remettre sur les rails, parce que s'il joue à côté, d'abord ça s'entend, et en plus de ça, la fonction rythmique et je dirais également harmonique des timbales, parce qu'il faut jouer très juste. On accorde les timbales, vous savez, pendant que les autres musiciens jouent, il faut avoir une oreille suffisamment entraînée pour changer, monter ou baisser les pots, parce que ce sont des pots, et que les notes produites par les pots puissent s'accorder avec l'harmonie générale de l'orchestre. Mais alors c'est en effet un poste d'observation tout à fait important, et qui vous permet surtout, ce qui m'a beaucoup servi pour mon métier futur, mon autre métier, c'est d'entendre tout l'orchestre, de comprendre ce que demande le chef,
Quand ils sont très bons, on apprend des choses qu'on espère pouvoir faire. Quand ils sont pas bons, on apprend aussi ce qu'il faut pas faire. Absolument. Qui était le petit... Moi, j'aime bien qu'on parle de l'enfance, c'est aussi oui. Hervé. Qui était le petit Jean-Claude Casatsu? Qui était-il? Alors, écoutez, il était comme tous les enfants, barboteuse à 4 ans quand on m'a mis un violon dans les mains, je courais dans les jambes de mon grand-père, et puis j'ai très très tôt éprouvé la passion du son, la passion de le produire, le désir de... Voilà. Vous savez, une note, très très tôt j'ai eu la révélation de ce que le fait de produire une note pouvait transformer l'univers, l'environnement. Vous savez, comme une goutte d'eau qui tombe dans un étang, et puis alors il y a des tas de vibrations qui se répandent, et produire le son, c'était pour moi une évasion extraordinaire. Bon, alors qu'est-ce qu'il était, le petit? Il était un peu solitaire, il était... Ouais, puis en plus j'étais l'aîné d'une famille qui est devenue de 4 enfants, et les aînés, il fallait les dresser. Et mon père, qui n'avait pas eu de père, parce que son père était mort à la guerre de 14, était confronté, Dolto n'existait pas, et il était confronté à cette problématique. Pour en faire un homme, il faut le... Vous voyez, il faut le serrer. Voilà, il faut le serrer. Alors il a révélé en moi une nature rebelle qui ne m'a pas quitté devant les injustices, et qui surtout m'a permis, comme il me disait plus tard, mon pauvre papa, j'ai été dur avec toi, mais tu vois ce que tu es devenu. Je lui dis, oh, t'aurais été moins dur, je t'en aurais pas voulu, quoi. Et maman, comment était-elle, Gisèle? Ah, maman, elle prenait ma défense, paraît-il, derrière mon dos, et elle prenait toujours la défense de mon père avec moi. Donc je me sentais, j'avais envie d'une protection qui existait sûrement virtuellement, mais en tout cas que je ne ressentais pas totalement à l'époque. Mais mes parents étaient merveilleux, comédiens, ce qui est pas, je vous fais pas de dessin, c'est pas commode, avec leurs propres problématiques, leurs propres angoisses. Et en tout cas, ils ne voulaient pas que je fasse de musique, donc j'en ai fait. Parce que chez vous, on parlait théâtre, on parlait cinéma, on parlait projets artistiques de spectacles vivants. On parlait pas vraiment beaucoup musique. Si, on parlait musique, mais le problème, c'est les aléas du métier. Ils étaient inquiets. Ils voulaient que j'étais destiné en principe à de hautes études, et en même temps, c'est vrai qu'à une époque, je voulais faire Sciences Po pour être grand reporter. Je voulais aller sur les points chauds du monde. Je voulais aller rendre compte des grandes aventures de la planète. Et puis, j'ai joué de l'orgue quand j'avais 16 ans. L'orgue m'a complètement ravi, arraché à mon propre univers. Contre quelques messes, un vieux curé me permettait de jouer pendant des heures dans son église. Et alors, j'avais l'impression que le roi n'était pas mon cousin. L'orgue, c'est merveilleux, vous savez. Une puissance. C'est puissant, c'est doux, c'est tout. Puis alors, les notes tenues, ça vous donne un sentiment d'éternité. Et on joue avec tout le corps, les pieds, ils sont. Les pieds, le nez, quand vous avez 5 claviers, enfin. Et donc, la musique m'a ravi, et je suis en effet rentré au conservatoire où j'ai fait toutes mes humanités. C'est une forme de voie royale. Vous n'avez pas eu d'obstacle majeur, finalement. Les choses se sont enchaînées naturellement, non? Des obstacles, l'histoire est pas si belle. L'artiste a toujours des obstacles, vous savez. Justement, alors qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, toujours. D'abord, c'est lui-même face au questionnement de l'art. L'art, c'est une mise à nu, c'est une mise en question, c'est un partage. C'est Braque qui a dit l'art est une blessure qui devient lumière. Donc il faut mériter son statut d'artiste. On ne décrète pas. Je vois quelquefois des émissions. Tiens, vous voulez être artiste? Je suis désolé, ça ne se décrète pas. On le devient par. On est un élu peut-être, appelé, mais on ne dit pas tiens, je vais faire artiste. Quand l'est-on? On posait la question à Picasso. Il disait c'est du travail, et encore du travail. Et puis, je vous vais ajouter, comme vous le savez sans doute, 5% de dons et 95% de transpiration. Mais oui, absolument. Et ces années conservatoires, le conservatoire était assez dur à cette époque, non? Ah oui, c'était très exigeant. C'était plus difficile d'y rentrer d'ailleurs que d'en sortir. Les concours étaient... Oui, puis alors il y avait un aspect magistère. On était là... on avait beaucoup de trac. C'était un compositeur qui dirigeait le conservatoire à l'époque? Oui. Il y a eu Gallois-Montbrun, il y a eu Loucheur. Avant, il y avait un organiste, son nom m'échappe, on ne m'en voudra pas. Si, Dupré, Marcel Dupré. Oui, quand même. Oui, des gens très, très, très compétents, mais en même temps, un peu conservateurs, un peu réactionnaires. Aujourd'hui, il y a un formidable mélange, si vous voulez. Moi, j'ai des petits-fils qui ont une formation de jazz, mais qui jouent aussi du classique. David
Enko qui joue de la trompette magnifiquement, Thomas Enko qui joue du piano magnifiquement, sont les fils de ma fille, Caroline, qui est chanteuse. Et donc... joué ici d'ailleurs, il y a quelques années. Elle est venue ici Absolument. Avec Didier? Oui, avec avec Didier. Absolument, avec Didier Lockwood. Oui. Tout à fait. Et donc, ils ont eu la chance d'être en contact avec les deux cultures. Mais à l'époque, moi, j'ai toujours adoré le jazz, la musique classique. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir aborder toutes les formes de musique, qu'elles soient le bal de campagne pour gagner sa vie, ensuite tous les enregistrements que j'ai pu faire, puisque j'ai eu la chance d'être coopté dans les séances d'enregistrement. J'ai travaillé avec Brel, avec Aznavour, avec Edith Piaf, avec Sheila, dont j'ai enregistré L'école est finie, avec Johnny Hallyday, dont j'ai fait la première télévision, enfin voilà, et Sinatra, dont l'enregistrement, le seul enregistrement auquel il est participé à Paris, j'étais avec mon ami Kenny Clark, batteur absolument extraordinaire, sous la direction de Quincy Jones, et en même temps j'étais timbalier dans l'orchestre des concerts colonnes, voilà, si vous voulez. Et puis en même temps je commençais à travailler des partitions pour présenter ma candidature. C'était formateur, la variété? Mais très. Vous savez, la musique, c'est d'abord le rythme, d'abord la conscience de la pulsation rythmique. Beethoven, c'est pour moi le premier grand rocker du 19e siècle. Quand on a la cinquième, vous êtes là, vous avez envie de faire ça. Le rythme, c'est la vie. Et la musique, c'est la traduction la plus poétique de la vie sous toutes ses formes. Ses joies, ses voluptés, ses tristesses, sa grandeur. Et les musiciens, il n'y a pas la subversion des mots, mais ils expriment avec les harmonies, avec leurs couleurs, avec leur silence habité, avec leurs suggestions, tout ce que, au fond, on ne rêvait pas de ressentir, mais qui vous est suggéré par la beauté des harmonies. Donc il n'y a pas de musique plus noble que les autres? Écoutez, il y a la bonne et la mauvaise musique, mais il n'y a pas de, mais comment la il n'y a pas de définir? petite façon de la faire. C'est-à-dire que, comme on l'a défini, l'esthétisme, ça, c'est une chose qui appartient à chacun. Et mais enfin, il y a la musique savante, il y a la musique instinctive. J'ai eu la chance de faire une tournée extraordinaire avec mon orchestre dans les années 85 en Afrique, qui est le continent le plus musical instinctivement de la planète. Mais c'est pas de la musique savante, c'est de la musique qui se transmet oralement, c'est de la musique et qui bouge, qui vit, et c'est formidable. Et puis vous avez la musique savante, la musique occidentale. La musique contemporaine? Ben oui, toutes les musiques ont été contemporaines à une époque, si vous voulez. Même Monteverdi a failli aller en prison parce qu'il avait introduit les dissonances et il n'a dû son salut qu'à son prince qui l'a protégé. Et puis, c'est vrai qu'on a toujours dit « Ah, la musique contemporaine, je n'y comprends rien. » Comme disait Picasso à une dame qui lui disait « Je comprends rien à votre peinture. » Il lui disait « Madame, est-ce que vous parlez chinois ?» Alors elle lui dit « Ah non, pas du tout. » Il lui dit « Ça s'apprend. » C'est très joli. C'est très, très, très joli. Mais à toutes les époques, mais oui, évidemment. à toutes les époques ont correspondu des styles et des musiques, si vous voulez. Il y a des musiques que vous ne comprenez pas, qui vous touchent pas sans doute. Oui, il y a des musiques qui me touchent pas, mais à ce moment-là, heureusement, on a le choix. On a le choix, en principe, et surtout à mon âge. Alors là, je veux dire, quand on est jeune, on vous repasse on vous refile des aspirateurs, quoi. On vous dit, ah, tiens, t'es jeune, il faut que tu fasses ça et ça. Alors, quelquefois, il faut refaire les partitions parce qu'elles sont pas forcément toujours d'une qualité gigantesque, mais pour telle ou telle raison, il faut jouer tel ou tel compositeur. Par contre, je crois qu'être un musicien et un artiste de son temps, c'est certainement de ne pas négliger le langage de notre époque. Vous dites dans un de vos articles d'interview que vous êtes un service public de l'émotion. Mais écoutez, on ne pourrait pas vivre, en tout cas quand j'avais mon orchestre et les orchestres que j'ai dirigés, on ne pourrait pas vivre sans subvention. Hein. Donc il faut avoir un sens, je crois, de retransmettre et de redonner ce qui fait partie de notre humus, mais qu'on ne pourrait pas développer si on n'avait pas un soutien. On dira jamais assez que la France est un des pays au monde qui jusqu'à ces jours-ci, a beaucoup soutenu la culture. Alors évidemment, il faut oublier les pandémies où là, on aborde des océans de difficultés et souvent de douleurs. Mais enfin, ça, c'est une parenthèse dont j'espère qu'on va oublier très très vite. Mais c'est vrai que oui, c'est un service public. Je trouve qu'on est
on est au service du public, on est d'abord au service du compositeur, mais j'ai tellement entendu pendant des années, au cours de mes nombreux voyages, et surtout dans des régions un peu déshéritées, comme l'était le Nord-Pas-de-Calais que j'ai découvert si vous voulez, en 1960, enfin pendant mon service militaire, dans les années 50, la fin des années 50, mais ensuite dans les années 70, 80, où les gens vous disaient « Ah, la grande musique, ça n'est pas pour nous. » Voilà, la grande musique. Et au contraire, la grande musique, avec tout ce qu'elle recèle comme trésor, elle ne peut que embellir l'univers de ceux qui n'y avaient pas accès. Donc je me suis juré que... Vous savez, j'ai écrit dans mon premier livre qui s'appelle « Le plus court chemin d'un cœur à un autre », c'est la musique pour moi, le plus court chemin d'un cœur. Il n'y a pas la subversion des mots, il n'y a rien. Un chauffeur de taxi m'emmène à l'opéra, où je dirigeais à Paris, et il me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Je lui dis écoutez, je suis chef d'orchestre, je dirigeais à l'opéra. Il me fait « Oh, ça, c'est pas pour nous. » Je me suis juré que je ferais tout pour que ça le devienne. Et au cours de mes 40 années dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai visité plus de 250 villes ou villages, où j'avais décidé de porter la musique partout où elle peut être reçue, c'est-à-dire d'aller vers les gens qui n'auraient pas osé aller dans les lieux présumés sacralisés, mais avec le but, en allant vers eux, de leur dire « Maintenant, vous pouvez venir dans des lieux qui vont vous donner l'ampleur dans toute sa qualité de ce que représente une entreprise artistique comme la nôtre. » Et ils sont venus, ils se sont appropriés l'opéra de Lille. Après. Oui. L'opéra, c'était pas l'opéra, moi, c'était la salle de concert. Moi, j'ai dirigé à l'opéra, mais moi, j'ai créé l'Orchestre National de Lille. Sur des, 76, c'est ça. 76, dans des bases absolument improbables. Si ça vous amuse, je vais vous le raconter. J'aimerais bien, rapidement. On aimerait bien. C'est une histoire que beaucoup de mes amis connaissent, donc je m'excuse pour ceux qui l'entendront, mais j'étais directeur de l'Orchestre des Pays de la Loire, à la création duquel j'avais contribué aux côtés de Pierre Dervaux, et Michel Guy, ministre de la Culture, et grand esthète. Grand ministre de la Culture. Grand ministre de la Culture, vient me voir et me dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous proposer. C'est peut-être un cadeau empoisonné, mais est-ce que vous accepteriez de terminer le contrat d'un orchestre qui va disparaître? Oui, écoutez, dans le cadre de la volonté du président Giscard d'Estaing de recentraliser tous les orchestres de radio de province, c'est-à-dire de les annuler, Lille en faisait partie. Il y avait Strasbourg, Lille, Nice, Toulouse, un autre orchestre, je ne sais plus où. Et alors, je dis, bon, écoutez, j'accepte le challenge, on verra. Il me dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et j'arrive dans le Nord, voilà. C'était le Corail, je venais de Paris à Lille, et je tombais sur les délégués CGT, FO, qui étaient remontés comme des pendules, à juste titre, qui étaient désespérés devant la perspective du chômage. Alors pendant 2 mois, j'ai fait l'aller-retour et, comme je disais à un de nos amis tout à l'heure, j'avais pas appris au conservatoire l'art des joutes oratoires et j'étais face à des gens qui étaient désespérés, furieux. Qu'est-ce que c'est que ce petit jaune qui veut nous faire travailler alors qu'on va disparaître? Il fallait terminer le contrat au 31 décembre, si vous voulez. Et on était au mois de mars. Pendant 2 mois, j'ai fait l'aller-retour et au bout de 2 mois, je leur ai dit, écoutez, c'est la dernière fois, si vous voulez pas jouer, vous êtes mort. Si vous acceptez de jouer, on a peut-être une chance. Et en même temps, je parlais à Pierre Mauroy, avec lequel j'avais des relations de très grande amitié. Une amitié s'est développée formidablement. On accepte de jouer. Premier concert le 16 juin 1975. Il y avait 57 musiciens sur scène et 51 spectateurs. Voilà. Donc tous les espoirs étaient permis, les désespoirs aussi. Et on est parti comme ça. J'ai appelé les maires pour leur proposer l'orchestre pour les enfants, pour essayer de commencer un travail en profondeur de transmission, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et c'est un mot qui m'a toujours beaucoup interpellé. Et je me disais, quelle est la fonction, la nécessité, la vocation d'un artiste dans notre société aujourd'hui? Je crois qu'elle passe par le partage et de ce qu'il a reçu et d'essayer en effet de contribuer à l'embellissement de l'univers de personnes qui, aussi favorisées soient-elles ou aussi démunies soient-elles, peuvent en bénéficier. On en arrive à l'orchestre. C'est quoi diriger un orchestre? Qu'est-ce que ça fait la première fois? Et comment dirige-t-on un orchestre? C'est quand même une population. Vous me rappelez Chancel, il nous reste 3 minutes, qu'est-ce que c'est Dieu pour vous? Là, on a du temps. Là. Et Dieu dans tout ça. On a du temps. Mais écoutez,
C'est un appel, c'est une vocation, c'est quelquefois, c'est en tout cas une philosophie, c'est parfois un destin. C'est surtout le désir de faire vivre des chefs-d'œuvre et de tout d'un coup prendre conscience qu'on est tout petit devant la beauté des grands textes. Alors on se trouve devant une partition. Une partition, c'est l'ensemble des parties. Flûte au bois, clarinette, basson, corps, trompette, timbale, percussion, harpe, piano, violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse. Bon, vous avez tout ça devant vos yeux et vous devez déterminer, comme un enquêteur, les routes principales, les routes secondaires. Vous devez déterminer les moments de tension, les moments de détente. Comme dans la poésie, vous savez, quand on nous fait analyser de mon temps, c'était le Lagarde des Michards. Vous partiez d'un coin. Alors je cite souvent ce vers que j'adore de Racine, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Alors vous pouvez le dire d'une façon un peu comme ça mesurée, pour le dire que le jour recommence et que alors là, mon avis, vous vous plantez totalement parce que c'est pas. Et la musique, vous avez aussi la possibilité de transformer le tellurique en arachnéen, quoi. Vous voyez. Donc il faut essayer de trouver l'équilibre, de donner la vie. Nous sommes un peu, je cite souvent ce qui me paraît un bon exemple, nous sommes un peu les Geppetto du Pinocchio qui est le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre est immobile et on doit lui donner la vie. On doit l'animer au sens latin du terme, l'âme. Alors ça passe par une grande mise en question personnelle, par la construction d'une conception, mais une conception qui n'est pas de se mettre devant la musique, mais derrière, et d'essayer de servir. J'ai quelques devises, dont une est servir, oser, transmettre et obtenir. Servir, c'est servir la pensée du compositeur. Oser, c'est s'autoriser quelques transgressions que l'on croit positives. Allonger un silence, donner une couleur, donner une dynamique, donner un tempo un petit peu plus vivant, etc. S'attacher à ce que la vie soit toujours dans la musique, y compris dans les silences. Voilà. Donc ça prend un grand temps de réflexion. Et puis, diriger un orchestre, c'est permettre à tous les musiciens qui sont en face de vous d'avoir le sentiment que vous allez leur permettre de faire leur métier le mieux possible. Donc vous devez, en relation avec ce qui est écrit sur leur musique, faire passer votre conception, si par hasard il y a des contestations, en étant capable de légitimer vos choix. Mais il faut avant tout avoir travaillé pendant des heures et des heures avant la première répétition, où en général aujourd'hui les orchestres sont très bien entraînés, et vous avez 3 répétitions, quelquefois moins, 3-4 répétitions de 2h30 pour mettre en place des œuvres gigantesques. Seulement 3. C'était pas le cas. 3-4 en Angleterre, c'est une. Mon Dieu. Moi, j'ai dirigé en Angleterre, j'avais un programme époustouflant, et il y avait une répétition. Parce qu'ils lisent très très bien, et vous devez, votre bras, le bras, c'est le domestique de la pensée. Vous devez donc avoir une pensée très très forte, qui est née de l'énergie que vous prenez dans le sol, qui remonte dans le diaphragme, qui va dans la tête, et la tête doit dicter au bras le phrasé, la nuance, le rythme que vous voulez entendre. Quand vous faites ça, déjà là, les musiciens comprennent, si vous avez un bon geste, de quelle façon ils vont attaquer, comme on dit. Il y a beaucoup de termes martiaux dans la musique. Les barres de mesure, il faut les sortir de l'univers carcéral. Attaquer, il faut essayer de... Voilà. On n'est pas du tout dans Fellini et dans répétition d'orchestre, preuve à l'orchestre. Non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver parce que chaque élément de l'orchestre a une conscience en général assez forte de sa nécessité, et donc il faut lui rendre l'hommage qu'il mérite, que ce soit le triangle, le premier violon, le trombone, la trompette. Mais en fait, c'est plus une critique sociale, d'ailleurs, qu'une critique de l'orchestre. Mais c'est vrai que l'anarchie peut venir si l'autorité compétente n'est pas là. Il ne s'agit pas d'autoritarisme, il s'agit de... On ne peut pas voter pour savoir quel tempo on va prendre. Ça, évidemment, la démocratie s'arrête là où le chef d'orchestre décide de ses choix. Mais par contre, les choix doivent être légitimés par le sens du service et de la modestie que l'on doit aux chefs-d'œuvre en essayant d'être digne de les diriger. Il y a un certain nombre, parfois, et notamment dans le théâtre ou dans l'opéra, de metteurs en scène dont on ne dit pas c'est la tétralogie de Wagner, on dit ou c'est
Oui, mais ça, c'était formidable. C'était formidable ce qu'il avait fait. Mais c'est... Voilà, où les fourberies de Scapin, de Duchemol. Non, c'est d'abord de Molière. C'est le Cid de Dugenouc. Ah non, oui, enfin, c'est d'abord... voilà, il y a Racine, Corneille qui sont les grands... Voilà. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité. Et en musique, c'est pareil. Je crois qu'il faut en avoir, oui. Je crois qu'un artiste digne de ce nom doit avoir de l'humilité et essayer en effet, de rentrer à l'intérieur des chefs-d'œuvre avec la modestie qui s'impose. Est-ce que vous avez dans votre esprit, je pose des questions naïves parce que je pose des questions que je me posais quand j'étais enfant, j'allais à l'opéra, mes parents m'emmenaient à l'opéra ou au concert et j'avais l'impression à l'époque que c'était la baguette qui faisait toute la musique. Et vous nous expliquiez que ça part du corps et tout ça. Mais est-ce que vous entendez absolument en avance, vous anticipez tout ce que vous allez donner à l'orchestre? L'anticipation, c'est le maître mot. Vous devez devenir le hautbois, devenir le trombone, devenir le xylophone, devenir les violons. Juste avant qu'il ne joue, vous devez absolument... Comme au tennis. Vous savez, au tennis, vous devez regarder la balle, pas regarder où elle va aller, que le geste doit être relâché, et puis elle doit aller, si vous êtes un bon, là où vous voulez qu'elle aille, par positionnement, par anticipation, par transmission de pensée, avec le phrasé qu'accompagne le son qu'on veut entendre. Et on ne fait pas partir les trombones comme on fait partir un xylophone. Il faut se mettre à la place toujours du musicien qui joue. C'est pas commode quand vous avez 100 musiciens. En tout cas, vous avez un certain nombre de catégories, que ce soit les percussions, les cuivres, les flûtes, les violons, etc. Et donc il faut trouver le moyen de faire planer le vaisseau. Est-ce que c'est pas à l'image de notre vie, de nos vies à tous ? On est une forme d'orchestre, non ? Individuellement, qu'il faut réussir à équilibrer, à révéler. Individuellement, il y a moins de monde. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de pensées. Mais quand vous avez 100 personnes, c'est multiplié par... Voilà. Et alors, il y a de la psychologie. Ah, c'est pas qu'il y a de la psychologie. Si vous n'avez pas de psychologie, vous vous ramassez. Mon rêve, ça serait que chaque homme politique fasse un stage à la tête d'un orchestre. Vous pouvez pas parler plus de 5 minutes, on vous écoute pas. Vous mentez, vous êtes décrédibilisé. Vous faites pas l'affaire, on vous vire. Et je veux dire, ça va très très vite. Parce que les musiciens, ils sont là, qu'est-ce qu'il va nous apprendre celui-là ? Ouais. Ils ont joué sous la direction des plus grands ou des plus mauvais. Et vous devez vous faire pardonner les galons que vous portez. Donc modestie, compétence, énergie et volonté. C'est un métier sans concession. Parce que c'est un métier sans concession. Immédiat. On voit immédiatement. Et puis il faut respecter. C'est pas le chef, c'est pas un dictateur. Ça l'est plus. Ça l'était autrefois où les orchestres étaient beaucoup moins bons. Mais aujourd'hui, les orchestres sont très très entraînés, très bons. Et ça va très vite si vous savez ce que vous voulez et que vous l'indiquez d'une façon très 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 claire. Le problème de la rapidité, c'est quelquefois, malheureusement, un peu l'éradication de la métaphysique, c'est-à-dire l'au-delà du réel. Or, il faut essayer de savoir faire jouer ce qu'il y a entre les notes. Furtwängler, qui a été un de mes modèles quand j'étais jeune, que je trouvais un formidable chef d'orchestre, ne voulait pas diriger les orchestres anglo-saxons, dont il disait que c'était les meilleurs, mais qu'on ne pouvait pas aller au-delà de la lecture, si vous voulez, parce qu'il ne répétait pas. D'abord, il n'était pas aidé par les gouvernements. La France a cette chance de pouvoir permettre des répétitions, mais je vous parlais de mon concert, d'un de mes concerts que je faisais en Angleterre. En Angleterre, si vous avez une répétition, c'est quelquefois, il y a même des concerts sans répétition. Ça arrive parce qu'il n'y a pas de moyens. Parce qu'il n'y a pas de subvention, à part peut-être les orchestres de la BBC. Mais si vous voulez, sans ça, les grands orchestres, ils sont très très entraînés et très bons, les orchestres anglo-saxons. Oui, mais il y a un au-delà du réel dans la musique, comme dans le texte. Le texte, vous pouvez dire par cœur... vous faites écrire les châtiments, Waterloo, 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 borne pleine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, dans un cirque de bois, de coteaux, de vallons, là pas le mort, mêlez les sombres bataillons, etc. Je peux vous en dire 50 lignes comme ça, parce que j'adore Victor Hugo, je trouve que c'est le plus beethovenien des poètes de cette époque. Et j'aimerais qu'après, c'est la fin de cette formidable description de Waterloo, de Napoléon.
Soudain, joyeux, il dit, c'était Grouchy, c'était Blouquer, l'espoir changea de camp, le combat changea d'âme, la mêlée en hurlant grandit comme une flamme. Puis à la fin, il dit, l'homme inquiet sentit que la bataille entre ses mains pliait, derrière un mamelon, la garde était massée, la garde, espoir suprême et suprême pensée. Allons, faites donner la garde, cria-t-il, et lanciers, grenadiers qui portaient des tonnerres, tous ceux de Friedland ou ceux de Rivoli, comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, saluèrent leur Dieu debout dans la tempête. Leur bouche d'un seul cri dit « Vive l'empereur !» Puis à pas lents, tranquille, sans fureur, souriante à la mitraille anglaise, la garde impériale entra dans la fournaise. Vous avez envie d'entendre papa juste après, quoi. C'est insensé, quoi. C'est vraiment la musique des mots. Vous êtes vraiment dans un théâtre, hein, plus que jamais. Vous avez eu envie d'être comédien? Vous étiez bien placé quand même. J'ai joué Théodore cherche des allumettes quand j'avais 15 ans. Et alors? Oui, j'ai eu des critiques sévères de vos parents? Ils n'auraient pas critiqué, donc, mais enfin le rôle est quand même relativement petit, quoi. Parce que j'imagine qu'à votre table, vous non, mais j'adore eu... les textes, j'adore les textes. J'ai eu la chance d'être élevé, si vous voulez, dans la musique des mots et dans la poésie des notes. C'est magnifique, magnifique. Musique des mots, poésie des notes. Y a-t-il une vraie différence? Ben ça parle, ça résonne, ça vous. Il y a d'autres. Il y a d'autres vers qui sont merveilleux, je veux dire, qui sont d'une douceur extraordinaire, qui sont... Je suis en train de redécouvrir en ce moment avec un grand bonheur l'anthologie de Pompidou sur la poésie, qui est une merveille, que je recommande à tout le monde. Il y a des pépites, quoi, je veux dire. Vous voyez, Ronsard, Boileau, ils écrivent tous en alexandrin, ils donnent des adresses aux souverains en exercice. Fais gaffe, si tu fais ça, tu vas te ramasser. Enfin, moi, je parle pas en alexandrin, là, mais lui, il raconte. Et le grand, le souverain qui n'est pas capable de gérer sa domestique ou sa famille n'est pas digne de diriger une grande république. En fait, alors on se dit, tiens, ça pourrait être moderne pour certains. Oui. Non, mais la poésie, c'est très, très important, je crois, pour des musiciens aussi. Le travail avec la voix, parce qu'on parle beaucoup d'instruments, mais vous avez travaillé avec des voix beaucoup, vous avez dirigé Oui, j'adore la voix, j'adore. Ça a été ma première passion, oui. Parce que j'ai été engagé au Châtelet très très tôt, où j'ai dirigé Luis Mariano, j'ai dirigé Georges Guettari, Jean Richard, l'Auberge du Cheval Blanc, j'ai créé la Bohème d'Aznavour. La Bohème, vous connaissez ça? Oui. Au Châtelet. Et voilà, et donc ça m'a permis de faire mes premières armes avant d'être engagé à l'opéra comique, et ensuite de créer. Alors après, j'ai pris une voix plus symphonique, parce que les opéras, c'est quand même 3 mois de boulot, de présence et tout. Alors évidemment, ça vous mobilise, si vous voulez, davantage que les concerts symphoniques. Mais il y a une œuvre, je crois, que vous avez dirigée, qui est Péléas. Ah oui, Péléas, oui, ça a été. J'ai attendu l'âge de 50 ans avant d'aborder Debussy dans le détail, parce que c'est quand même une musique extraordinaire, mais qui nécessite beaucoup de relâchement dans le rien de trop. Vous savez, c'est Agide à qui on demandait une définition de l'art français en 3 mots. Rien de trop. En 3 mots. Alors il s'est creusé la tête, il a dit, c'est difficile ça. Rien de trop. Magnifique. Et oui. Et c'est toute la problématique de l'art français. Quand vous voyez vous voyez Versailles, il n'y a rien de trop. Quand vous voyez des rameaux, il n'y a rien de trop. Mais les Français sont un peu plus intellectuels que les Allemands. Et comme moi, je suis un russo-catalan, né à Montmartre, une partie de ma famille était catalane, l'autre est russe. Je me sens très, très melting pot. Il y a un juste équilibre. Oui, Montmartre tout à a fait. été un lieu Donc j'ai d'équilibre. une attirance évidente et absolue pour la musique française, mais en même temps, j'ai besoin de la folie, de la mitelle au repas. Absolument. Au niveau de... Vous avez quand même dirigé des opéras. Est-ce qu'on travaille avec une voix de chanteur, comme on travaille avec un musicien, un Écoutez, il faut violoniste? d'abord, avec des très grands artistes, il n'y a pas de problème. Les très grands artistes, ils ont eux-mêmes étudié la partition. Alors il y en a qui, parfois, à une époque, essayaient de se mettre devant la musique, tenaient des points d'orgue pendant un temps infini, alors que c'était pas écrit. Massenet, je me souviens d'avoir fait Werther à Aix-en-Provence, qui est une œuvre que j'aime beaucoup. Il y avait Teresa Berganza et Neil Chikov, qui est un ténor magnifique. Mais il tenait des points d'orgue, mais alors insensés. On avait envie de lui faire... Et puis, il disait, non, mais quand même, on fait ça au Met. Je dis, oui, mais Massenet, il n'a pas écrit, tu vois.
Et Berganza a pris tout de suite ma défense en disant « Il a raison, c'est pas écrit, il faut que tu fasses ce que le compositeur il a voulu. » Et alors Massenet avait écrit dans un certain nombre de ses récits qu'il recommandait à tous ses chanteurs d'aller à la Comédie Française, voir les comédiens et comprendre la musique du texte. Et qu'il demandait à ce qu'on respecte, il l'a écrit, vraiment très scrupuleusement, les suggestions musicales qu'il proposait. Et évidemment, il y a une tentation pour se mettre en valeur de temps en temps, si on a une belle voix, ou si on a de laisser... Mais la musique pure exige la modestie requise par le souhait du compositeur. On est au service, comme vous le disiez. On est au service. Voilà. Un artiste digne de ce nom, c'est d'abord un artisan irréprochable, c'est ensuite quelqu'un qui est totalement respectueux, et c'est quelqu'un dont la personnalité ou le charisme permettent d'apporter à l'œuvre qu'il dirige la lumière de la vie qui est nécessaire pour toute œuvre artistique. Alors vous le savez, la musique classique en France, hormis des quelques lieux prestigieux, a parfois du mal à retrouver un certain public. Il y a un public parfois un peu vieillissant, une certaine jeune génération qui ne se sent pas concernée par cette musique. Comment venir à elle, puisque vous êtes au service de l'œuvre? Comment venir au public? Comment inciter le public? Parce qu'une fois qu'il est là, il est gagné, le public. Dès la première note. Totalement, oui, totalement. Mais comment lui faire passer les portes de certains lieux, et de plus en plus de lieux, malheureusement? Comment, tout ce que vous dites là, comment le dire au quotidien? Comment convaincre? Comment donner envie? Il me semble avoir abordé ce problème au début de notre entretien, en vous disant qu'il faut aller vers les gens. Il faut sortir des lieux sacralisés pour aller vers ceux qui, à tort, pensent que l'art, la grande musique, ça n'est pas pour eux. Vous allez jouer dans des salles de fête, comme je l'ai fait, vous allez jouer dans des églises, vous allez jouer dans des lieux un peu iconoclastes. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai quand même dirigé dans 45 pays, et j'ai emmené mon orchestre dans 32 pays. Mais je m'honore d'avoir créé, je crois en France, la venue d'un grand orchestre symphonique en prison et dans des entreprises, avec les comités d'entreprise, pour justement apporter la transmission, la bonne parole artistique, dans des milieux qui n'en avaient pas la possibilité. Donc il faut aller vers les gens. Il faut, quand on a en plus la chance d'être soutenu par nos gouvernements, par la culture est soutenue, il faut, en effet, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que cette notion de service public ne doit pas uniquement attendre dans les lieux. Qu'est-ce qu'a fait Villard? Qu'est-ce qu'ont fait Molière avant lui? Ils allaient jouer... avec Armand de Béjart, là, ils allaient dans les granges, ils allaient... Et je crois qu'il n'y a pas de déshonneur dans la mesure où c'est possible, naturellement, acoustiquement, etc. Mais c'est très important, je crois, surtout dans notre pays, dont la France, elle est littéraire, elle est art plastique, elle est moins tournée vers la musique. Le public, il l'aime, mais enfin... oui, une chose qui me frappe beaucoup là, dans toute cette période un peu dramatique qu'on a traversée. On parlait des salles de cinéma, des salles de théâtre. Je n'ai jamais entendu le mot salle de concert. Absolument. Oui, c'est bizarre. Donc la musique, c'est quelque chose qu'on aborde avec une espèce de prudence de sioux. Faut être initié un peu. On n'y connaît rien. Écoutez, il n'y a pas de manuel pour faire l'amour. Je veux dire, il y en a, mais on peut s'en passer. Il y en a, oui, pour l'invention. Le Kama Sutra de la musique classique. Mais oui, mais il y a aussi, il faut laisser la part belle à l'intuition, à la sensibilité, à l'humanité, tout simplement. Et le professorat, est-ce que vous avez pratiqué Bon, vous êtes allé dans les écoles, tout ça, mais est-ce que vous aviez envie d'être professeur? J'ai pas eu le temps, surtout, vous savez. Alors j'ai quelques jeunes musiciens qui me demandent des conseils, que je donne volontiers. Et il m'est arrivé de donner des cours, comme on dit. J'ai fait 2 ou 3 masterclass dans ma vie, mais je suis ouvert, surtout maintenant où je suis un peu plus libre que je n'étais. Mais j'adore travailler avec les jeunes, si vous voulez. C'est une chose qui m'a beaucoup gratifié. J'ai beaucoup dirigé de jeunes ensembles. Et là, les concerts que je fais avec l'orchestre du conservatoire, ou les concerts que j'ai pu faire l'année dernière avec un orchestre d'Ekaterinbourg, un orchestre de l'Île-de-France, un orchestre des Hauts-de-France, c'est formidable de pouvoir... Ce sont des éponges, les jeunes musiciens, qui ont le talent artisanal de leur instrument et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on enflamme
si vous voulez, leur jeune talent. Et donc, je n'ai jamais été sollicité par une école pour... Le conservatoire vous a pas appelé, par exemple? Jamais, non. Jamais. Je suis français, je suis un Français en France qui, en plus de ça, a la réputation d'avoir été dans d'autres dans d'autres lieux. On doit se dire, il a pas le temps, ça ne l'intéresse pas. Puis maintenant, il est un peu tard, pour ne rien vous cacher. Place aux jeunes, comme on dit. Oui, c'est vrai. Il y a un conservatoire ici, dans cette maison. Si vous voulez venir en masterclass, vous êtes le bienvenu. Ah oui, mais vous savez, c'est comme les gens qui vous disent, il faudra que vous veniez dîner. Bah oui, quand? Eh bien, écoutez, sortez votre agenda. Absolument. Quels sont les... On parlait de transmission. Quels sont les... Pour vous, est-ce qu'il y a des soirées qui sont magiques? Est-ce que vous avez forcément vécu des soirées avec votre orchestre, avec des musiciens magiques? Il y a des soirées magiques. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une soirée magique pour un, écoutez, pour un musicien? Rapidement, je vais essayer de me souvenir de deux ou trois moments. Je suis invité dans la fin des années 2000 par Nora Jumblatt, la femme de Jumblatt à Beyrouth, où elle a un festival à Bétédine, dans le Chouf. Dans le Chouf, où on se massacrait allègrement quelques années auparavant. Je suis là avec des très grands artistes, Simon Estes, Grace Bambry, l'orchestre, le chœur de l'Orchestre de Paris, mon orchestre, et nous jouons dans le Chouf par une nuit étoilée merveilleuse au milieu des Druzes, des musulmans, des juifs, des chrétiens, maronites, romains, etc. Le Requiem de Verdi. Et on entend la News Dei et le Dies Irae. Et les gens, mais il y a un silence extraordinairement habité et les gens pleurent. Vous voyez. Alors là, vous ressentez des émotions tout à fait. Et puis les gens sont transcendés. Mais là, j'ai aussi, il y a quelques mois, je viens de sortir un disque qui est le Chant de la Terre de Mahler, que j'avais dirigé au Festival de Saint-Denis. Le but n'était pas de faire un disque, mais c'était un concert qui a été magique, qui a été tellement magique qu'on en a sorti un disque. Car il y avait pendant 1h30 pas un microbe, pas une faute. Et c'est un des chefs-d'œuvre de Mahler, le chant de la Terre. Quand j'ai été aussi en Afrique, il y a eu la rencontre avec ce continent musical instinctif qui rencontrait la musique savante a été fascinant des deux côtés. Oui. Et puis quand j'ai joué au Musikverein, c'est vrai que j'ai eu ce lieu sacré de la musique de l'amitié le repas. Dont Brahms a été un des premiers initiateurs. Vous avez le sentiment des siècles sur votre tête qui vous disent « Fais gaffe, si tu joues pas bien, tu vas prendre un coup de pied au derrière ». Et ce public très exigeant, très connaisseur, comme au Concertgebouw d'Amsterdam, où j'ai joué aussi des œuvres qui m'ont... Et puis il y a aussi la 9e de Beethoven que j'ai joué à Notre-Dame de Lorette. Notre-Dame de Lorette qui est un des plus grands cimetières de la guerre de 14, où il y a plus de 100 000 morts, français et allemands. Et au milieu des tombes, on joue la 9e de Beethoven, qui est un message d'espérance de ce musicien extraordinaire qui, à l'âge de 25 ans, 26 ans, devient sourd et qui n'entend pas une note de la 9e. Et vous êtes là, vous vous dites, mais c'est ce génie absolu qui tend ses bras vers le ciel. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça. Et puis en même temps, qui vous transmet un message d'espérance très très grand. Voilà, il y a ça. Et puis j'ai joué aussi à Éphèse, le concerto de Mozart, dans les ruines d'Éphèse. Ce sont des moments tout à fait extraordinaires. Plus ma rencontre avec... dans un court moment, mais dans cet accueil du pape qui n'avait jamais été au Maroc. Il n'y avait pas eu de pape depuis 34 ans. Et donc l'année dernière, le roi du Maroc me fait solliciter pour diriger un concert dans le centre de formation des imams, avec un imam qui chantait, une chanteuse juive, une chanteuse chrétienne. Un grand orchestre philharmonique du Maroc, grand chœur, 2000 personnes des religions monothéistes derrière nous, le pape et le roi assis derrière moi. Et c'est 8 minutes de transcendance. 8 minutes. Vous pouvez le voir, d'ailleurs, je veux dire, c'est pas modeste. Ah oui, et oui. vous tapez Jean-Claude Casatsu et le pape sur Google, et vous allez voir cette rencontre œcuménique, inouïe, fraternelle. On tend la main, si vous voulez.
Parce qu'avec la musique. Et la main est prise par le public. Elle a été prise par le public, elle m'a été prise par le roi aussi. Il me la rendait plus, il me tenait la main avec beaucoup de gentillesse et le pape m'a étreint. Donc vous sortez de là, vous êtes sur un petit nuage, quoi. Même si vous n'êtes pas religieux, ce qui est mon cas. Mais spirituel. J'allais le dire. Alors, développez, si vous voulez. Parlez-nous de ça. C'est très personnel, mais... Je pense que la musique est une des voies les plus pures vers la spiritualité la plus élevée. Je pense que j'évoquais la notion de devoir, la notion de modestie, la notion de service et la notion de transmission. Et je crois que dans cette société très cruelle, très difficile, très déchirée, je crois qu'il faut développer la notion de bienveillance. Et je crois que chaque artiste est porteur d'une parole d'amour. Et Jésus a dit « Dieu est amour » et lui-même a essayé de nous le transmettre. Et je crois que c'est valable pour toutes les religions monothéistes. Il y a le désir d'une transcendance. En tout cas, ce sont des messages d'espoir. Simplement, moi, je crois que la foi, ça passe aussi par le sens du bien et du mal, le sens du bien qu'on peut faire et d'essayer d'éviter la peine ou le mal qu'on peut transmettre. Donc c'est un peu compliqué, je ne m'étendrai pas là-dessus. Je ne suis pas religieux parce qu'il y a aussi dans les religions parfois des côtés un peu fétichistes qui ne sont pas du tout de mon ressort. Je n'ai jamais appartenu ni à aucun parti ni à aucune obédience. Mais ma liberté m'a conduit parfois dans des moments de solitude qui m'ont permis d'interroger directement le ciel en disant Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire m'abandonne pas. Le spirituel est universel de toute façon. Le spirituel est universel et je crois que les artistes en effet sont par leur talent, leur qualité, leurs doutes, leurs espérances, ils sont en effet porteurs d'un message et proches parfois d'une transcendance. Que dire après ça? Vous avez eu une vie exceptionnelle par rapport au commun des mortels. Vous êtes animé par une foi, par une activité formidable. Quelles sont les étapes à venir? De quoi rêvez-vous? De quoi avez-vous envie? De pouvoir continuer le plus longtemps possible. Oui, mais continuer que comment? La mécanique continue de marcher. Oui. Parce que c'est vrai que je fais du sport, que jusqu'à maintenant je touche du bois. Je n'ai pas encore trop d'inconvénients dus à mon âge respectable, hélas. Je trouve que ça passe trop vite. Mais surtout, on découvre des choses, on a le temps de réfléchir à des choses que peut-être on n'avait pas abordées par le tourbillon dans lequel vous emporte. Depuis que je suis sorti du conservatoire, je n'ai pas arrêté de travailler entre 8 et 10 heures par jour. Et maintenant, 6 ou 8 heures, un tout petit peu moins? Si vous voulez, on vient de sortir d'une époque extraordinairement difficile, qui, hélas, m'a confronté malheureusement à la crainte du ramollissement cérébral. Parce que c'est vrai que quand vous n'avez comme interlocuteur que Netflix, formidable. Il y a des choses merveilleuses sur Netflix, mais vous êtes récepteur, vous n'êtes plus émetteur. Donc je crois que dans la vie, il faut être... Surtout vous avez émis toute votre vie. Il faut être capable d'échanger. Mais vous avez des projets, vous avez des envies? Est-ce qu'il y a des choses que... J'ai des concerts qui se profilent, oui. J'ai un certain nombre de concerts en Russie, au Japon. Est-ce qu'il y a un compositeur que vous aimeriez aujourd'hui aborder, et vous avez certainement abordé, mais approfondir, et que vous n'avez peut-être un regret de ne pas l'avoir rencontré? Non, j'ai pas de regret, vous savez, j'ai pas de regret. Mais puis alors, surtout, j'aime beaucoup revisiter les compositeurs que parfois je n'ai pas toujours servi de la façon dont j'aurais rêvé le faire. C'est-à-dire que on croit parfois qu'on va entendre et qu'on entend ce qu'on voudrait entendre. Et le danger, c'est ça, c'est de croire qu'on entend ce qu'on voudrait entendre. Et on se laisse entraîner parfois par d'autres chemins, la masse qui vous tire en arrière. Et puis, alors, en vieillissant, on acquiert une certaine... je dirais une certaine force dans la capacité d'aller vers. La musique, c'est toujours de transmettre la vie et il faut avancer. Alors moi, parfois, il m'est arrivé de me laisser tirer... embarquer. À droite ou à gauche. C'était pas tragique, mais enfin, c'était pas... vous savez, un artiste qui cesse de douter, cesse de progresser. Mais il y a un compositeur que je n'ai encore jamais abordé. Il y en a un qui, parfois, en effet, me fait de l'œil. C'est Bruckner. Voilà. Sans ça, dans les compositeurs français, je les ai tous dirigés, pratiquement. Et puis alors, il y a des compositeurs contemporains, parmi les jeunes musiciens que j'aime beaucoup, Thierry Esquèche. Un grand aîné, c'était Dutilleux, dont j'ai enregistré il y a 2 ans les Métaboles, et j'ai réenregistré la première symphonie qui avait été mon premier disque avec l'orchestre de Lille, en 77.
Et puis j'ai dirigé Boulez, et puis j'ai dirigé Varèse, et puis j'ai dirigé Schoenberg, et puis Régis Campo, qui est un tout jeune musicien, et Bruno Mantovani. Enfin, tout ça sont des copains qui ont beaucoup de talent. Graciane Finzi. Voilà, je ne peux pas vous citer toute la génération des compositeurs, mais j'ai été pendant 20 ans président d'une association qui s'appelle Musique Nouvelle en Liberté. J'ai succédé à Marcel Landowski, qui avait créé cette association d'aide aux compositeurs. Et je pense que maintenant, elle est fondue dans un rassemblement d'autres structures qui va continuer. Mais ça m'a toujours interpellé de pouvoir contribuer au soutien des jeunes artistes et des créateurs, surtout. Voilà. Est-ce qu'ils viennent à vous? Est-ce qu'il y a des jeunes artistes, des jeunes compositeurs qui vous proposent des choses? Écoutez, maintenant non, mais quand j'étais avec mon orchestre, j'ai créé les premières résidences de compositeurs quand j'étais à la tête de mon orchestre, et c'est qu'ils poursuivent maintenant. Mais j'ai il y a des jeunes musiciens qui me demandent éventuellement des conseils. Vous êtes accessible? Ah, je suis très accessible, oui. Vous Quelquefois trop d'ailleurs, parce que c'est vrai que je crois qu'il faut laisser la porte ouverte et tendre la main. Et Bruckner, que vous n'avez jamais abordé, il vous intimide ou c'est un hasard de la vie? Non, mais c'est beaucoup de boulot, quoi, c'est tout. Oui, je deviens un peu flemmard en vieillissant, si vous voulez. Non, ça ne m'intimide pas, non. Mahler m'avait intimidé à une époque, et j'ai beaucoup dirigé Mahler, alors, avec un grand bonheur, qui pour moi est le compositeur de l'affect. C'est vraiment le compositeur du XXe siècle qui, comme Stefan Zweig, je le cite souvent, a pour moi porté un regard nostalgique sur un passé qui aurait été heureux, un désir d'Europe qui malheureusement s'est soldé par des conflits absolument épouvantables. Zweig se suicide en 1941 quand les Allemands envahissent la Pologne, je crois. Brésil, oui. Et Mahler meurt en 1911, mais on sent dans sa musique, il rencontre Freud, il est très tourmenté, il est confronté à l'antisémitisme, et en même temps c'est un génie qui décrit absolument toutes les nuances, si vous voulez, de la nature humaine, avec un formidable sens de l'orchestration, des couleurs. Et c'est là où vraiment on passe du tellurique à l'arachnéen, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est tout à fait une leçon de musique qui ne permet pas à tout le monde de l'aborder comme il mérite d'être abordé. Peut-être qu'il faut beaucoup d'expérience. Je pense que, comme pour les acteurs, il y a des œuvres qu'on peut aborder à un certain âge, qu'on ne comprend rien. Il y a peut-être des œuvres qu'on aborde à un certain âge. Complètement, je crois. Oui, je crois qu'une fois qu'on a compris la nécessité de maîtriser les cicatrices et d'en avoir eu, je crois que ça permet de peut-être un peu plus grand approfondissement. Oui. Vous êtes critique sévère avec certains de vos enregistrements? Vous dites, moi je suis très critique tout le temps, oui. Vous dites, j'aurais pas dû diriger, j'aurais pas dû aborder comme ça. Oui, mais alors quelquefois quand je le réécoute des années après, je me dis, mais non, c'était pas si mal. Oui. Juste après, je l'aime pas. D'accord. Je me dis, j'aurais dû faire ci, j'aurais fait ça, parce qu'on a le nez dans le guidon. Et après, si la conception, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est indispensable pour aborder une œuvre, quelle qu'elle soit, si la conception est là, mais quelquefois, les esquilles, les microbes, les crottes de nez, c'est pas très grave. Et puis on se dit, mais non, d'une pub, je suis quelquefois étonné d'avoir été très sévère avec moi-même. Mais il faut continuer de l'être, je crois. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et quand on dirige... Ah oui. Voilà, oui, vous mettez en route une mécanique musicale, artistique. Et puis vous n'êtes pas maître de tous les détails, forcément. C'est de l'ordre de l'écriture automatique, par instant, presque. Oui, de temps en temps, vous laissez jouer parce qu'il faut, il faut avoir ce sens-là, Vous savez, on dit souvent dans mon métier, il y a ceux qui font jouer, ceux qui laissent jouer, ceux qui empêchent de jouer. Voilà. Vous avez des gens qui sont psychorigides et ils veulent tellement bien faire, ils tiennent l'orchestre, mais l'orchestre ne s'épanouit pas. Alors il faut donner de l'oxygène, et même s'il y a parfois éventuellement des petits tangages, c'est pas très grave. Il y en a qui ont presque très peu de gestes parmi les chefs d'orchestre. Surtout quand ils vieillissent. Parce que tous les jeunes, je vais vous dire, s'agitent d'une façon incroyable. Et moi, j'ai pas échappé à la règle. Et puis alors, on copie, on essaye, on se dit, tiens, il fait ça comme ça.
c'est normal de copier au début, mais après on se rend compte que seule l'introspection personnelle permet de pénétrer, je dirais, la profondeur des chefs-d'œuvre. J'ai toujours été marqué et même ému par le silence qu'il y avait après la dernière note de l'œuvre et le moment où le chef d'orchestre reste en suspension et après laisse au public le soin d'applaudir. Je peux vous dire que malheureusement en France, très souvent, les gens, pour montrer qu'ils ont compris que c'était fini, ils applaudissent avant la fin de la résonance. Oui. On n'est pas dans la phrase de Guitry. Et ça, franchement, ça me... Mais parlons d'un public idéal. Je me souviens... Public idéal, oui, mais enfin, le nombre de fois où, justement, vous terminez, vous laissez... C'est vous entendez « Ah, bravo !» Non, mais dire, mais ta gueule, te laisse 2 secondes. Respire 2 secondes, quoi, je veux dire. Oui. Je me souviens d'un silence de Giulini après un Requiem de Verdi dont vous parliez tout à l'heure. Ah oui, il le faisait merveilleusement et bien. Il y a 10 secondes à l'écran, c'est long. C'est formidable, oui, c'est très long. Mais c'est et formidable. il est en suspension. Oui, mais moi, je fais ça, je veux dire, modestement, je fais ça souvent, mais après certaines œuvres. Mais vous avez toujours un crétin qui montre qu'il est plus intelligent que les autres. Mais bien entendu. Mais il faut presque donner les codes au public. On leur apprend à pas applaudir entre les mouvements. Il faut leur dire, les gens sont bienveillants. Je fais ah. Mais il y a eu des soirées. Il y a eu des soirées où il s'est passé quand même le miracle de la suite. Il y a eu des. Oui. Il y a eu des... Oui, surtout en Allemagne, surtout en Russie, surtout au Japon. Et pas beaucoup en France. Et en France, moins. Alors on revient à ma question initiale. Mais les Français sont enthousiastes, ils veulent montrer qu'ils ont compris que c'était fini, quoi. Ouais, mais on comprend quand ça se termine, quelquefois vite et fort, mais quand vous terminez Requiem de forêt dans l'élégiaque, vous êtes là. Et le silence doit vivre. Ben oui. Ça, c'est magnifique. Donc, quelquefois, vous entendez un portable sonner à ce moment-là. Ah, mon Dieu. Ah, merci. Merci. Oui. Bon, alors là, un jour, je dirige le Requiem de Verdi, justement, au Stade de France, devant 50 000 personnes. Oui. C'était une aventure incroyable. Et on a fait une télévision très belle, d'ailleurs. Mais, vous savez, ça commence. Mi, do, la. Une mobilette qui démarre, mais avec à fond la caisse, sans pot d'échappement. Ça a été un moment de douleur très, très grand, oui. Nous, en scène, on peut s'arrêter de jouer. Moi, ça m'est arrivé. Ah, moi aussi, ça m'est arrivé, oui. J'arrête et j'ai allez-y, faites donc. Voilà. Oui. Donc, vous le faites aussi. Bah, je l'ai fait pour des photographes. J'avais demandé pas de photos en pleine figure, type qui m'envoyaient des flashs il y a quelques années. J'avais demandé qu'on ne photographie pas pendant que j'allais diriger. Et il y en a un toujours plus intelligent que les autres qui se glisse derrière les chœurs. Et je fais ça, il m'envoie clac, un flash dans la figure. Alors, j'ai arrêté, j'ai dit, faites votre travail, je vous en prie, mais laissez-moi faire le mien. Bien entendu, absolument. Enfin, tout ça sont des anecdotes. Voilà. Oui, mais c'est la vie. C'est pas très grave, c'est la vie. Oui. Jean-Claude Casatsu, notre émission s'appelle Secret de fabrication. Quel est votre plus grand secret que vous pourriez nous avouer, bien entendu? Ah, attendez, de quelle fabrication vous parlez Vous. La fabrication, c'est vous-même. Comment vous vous êtes fait, comment vous êtes fabriqué, quel a été votre... On a parlé de ça depuis le début, de tout ce qui est votre vie. Je ne sais pas du tout comment je me suis fabriqué, moi. Vous savez, je suis comment dirais-je, très affectif. Je suis donc moins intellectuel qu'affectif. Et vous savez, vous avez l'intelligence intellectuelle, mais pour les artistes, je crois que l'intelligence affective est importante. J'ai beaucoup travaillé avec l'espérance de parvenir à un certain niveau d'excellence que dont peut-être je ne suis pas trop éloigné au cours de ma vie. Mais j'ai essayé en effet de transmettre, j'ai essayé de partager. J'adore partager les bonheurs que j'ai pu recevoir. J'ai eu la chance de fréquenter des chefs-d'œuvre, j'ai eu la chance d'être confronté aussi avec mes parents à de grands textes. Donc j'ai été un peu comme une éponge, si vous voulez. Et quand j'ai compris que le son pouvait, sans la subversion des mots, transcender l'univers des gens auxquels on les proposait, je me suis dit, j'ai peut-être que je sers à quelque chose. Voilà. Alors, j'ai écrit de la musique à une époque. Je ne me prends pas pour un compositeur, mais enfin, j'aimais beaucoup aussi écrire des musiques de scène, par exemple. À un moment donné, j'aurais rêvé faire la carrière de mon ami Maurice Jarre, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui était un collègue de Boulez, où ils étaient tous les deux
d'abord aux Folies Bergères, ce que peu de gens savent. Boulez aux Folies Boulez Bergères. était aux oui. Folies Bergères. Ça, j'avoue que c'est moins Boulez a connu. joué des ondes Marteneau et Ah oui. Maurice Jarre aussi d'accord. était aux percussions. Et donc, après, il a fait les fanfares du TNP. Puis après, il a fait, moi j'ai joué avec lui, Laurence d'Arabie, un grand nombre d'œuvres. Un grand nombre d'œuvres auxquelles il a participé, Paris Brûle-t-il, je ne sais plus, Le Dernier Jour, etc. Et je me disais, voilà, c'est ça que je veux faire, je vais écrire de la musique de film. Alors j'ai fait quelques musiques pour la scène, j'ai fait de la musique aussi pour un film de Reichenbach. Puis après, la direction d'orchestre m'a rapté, quoi. Elle m'a rapté carrément. Parce que j'ai considéré que c'était difficile, que comme je ne suis pas un enfant prodige, que je n'ai pas les dons prodigieux de certains de mes collègues, je me suis dit, il faut beaucoup travailler. Donc voilà, je me suis axé sur ce qui, je crois, était peut-être ma vocation. Donc on peut dire que votre secret, c'est l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde et le travail. C'est d'essayer de comprendre, d'essayer de partager et d'essayer, bien que je sois très impulsif et très réfractaire à l'injustice, mais d'essayer de cultiver la bienveillance. Mais c'est vrai que l'injustice provoque chez moi aussi des réactions telluriques. Merci. Merci Jean-Claude Casatsu. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous.